je m'appelle Dominique Thomas, je suis professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, aux États-Unis. Philosophe, historien, sociologue, écrivain, documentariste, journaliste, directeur d'institutions scientifiques et culturelles ou activistes français et américains sont invités à échanger et à croiser leurs points de vue sur la société et la culture. C'est donc dans cet espace dynamique que ce 21 avril 2021, nous poursuivons le cycle de 4 rencontres en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en France autour de la thématique « L'idéal démocratique à l'épreuve de l'égalité ». De MeToo à Black Lives Matter, la société américaine est le laboratoire et le terrain de lutte des combats pour l'égalité au croisement de toutes les discriminations. La multiplication des revendications contemporaines de la part des minorités en France et aux États-Unis questionne ces deux modèles de société et soulève ce paradoxe. L'idéal démocratique est-il menacé ou au contraire renforcé par ces mobilisations qui en critiquent de l'intérieur les limites? L'universalisme républicain à la française et le multiculturalisme à l'américaine sont-ils en crise? Et en quoi les revendications antiracistes et égalitaires contemporaines renouvellent-elles les combats du passé? Je suis ravi d'animer ce débat en résonance avec l'actualité. Aux États-Unis, les auditions se sont achevées et le policier blanc accusé du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd reconnu coupable de meurtre. Et dimanche dernier, sur la chaîne américaine CBS, le président Macron déclarait « Nous serions les héritiers d'une longue pensée, d'un héritage de rationalité qui a abouti à une mutation des formes de colonisation, d'esclavagisme et à une domination symbolique. Pour que cet état cesse, il faudrait donc tout déconstruire, reprendre tout ce qui a nourri la situation actuelle. La question de la race est au cœur même de notre société et crée une grande tension. Nos 3 axes de réflexion concernent les histoires croisées des combats pour l'égalité, de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 50 et 60 à la marche pour l'égalité et contre le racisme en France au début des années 80, aux inégalités sociales et aux discriminations raciales aujourd'hui. Ensuite, nous examinerons l'ambiguïté de la référence au modèle de société états-unien qui fait face en France à la récurrence des discours publics contre le danger du multiculturalisme. Et avec le 3e axe, nous conclurons sur la question de la représentation, le mouvement Black Lives Matter et l'actualité du racisme dans nos 2 sociétés. Nous invitons bien sûr nos auditeurs à poser leurs questions via le compte Facebook que je retransmettrai à nos intervenants. Et je vous rappelle que ces débats sont diffusés en direct sur la page Facebook du musée, puis podcastables sur le site et la chaîne YouTube du musée. De notre côté, ce soir, nous serons 5 à répondre à ces questions. Aurélia Michel, historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Paris, spécialiste en histoire des Amériques noires et chercheur au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Elle a publié en 2020 l'ouvrage Un monde en nègre et blanc. Jean Beeman, professeur de sociologie à l'Université de Californie à Santa Barbara, spécialiste des théories critiques des races et du racisme, de la question migratoire et de la violence d'État dans un cadre comparatif France-États-Unis. Elle a publié en 2017 l'ouvrage Citizen Outsider, Children of North African Immigrants in France. Thomas C. Holt, professeur d'histoire à l'Université de Chicago, vient de publier The Movement, The African American Struggle for Civil Rights chez Oxford University Press, et ce livre sera publié aux éditions La Découverte en mai. Ahmed Boubeker, professeur de sociologie au Centre Max Weber, Université Jean Monnet à Saint-Étienne, spécialiste des banlieues françaises et de la lutte pour les droits civiques, il a publié Le Grand Repli et Les plissures du social, des circonstances de l'ethnicité dans une société fragmentée. Donc, pour notre premier axe, histoire croisée des combats pour l'égalité. Thomas Holt, vos recherches portent sur la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques. Quelles sont les différences et points communs entre les années 50-60 et le présent? Actually, there are striking similarities.
between the 50s and 60s and today. The 60s, 50s, 60s movement emerged in, I think, strikingly similar context as events today. It was a moment of weakening of the half-century-old racial regime, which we call the Jim Crow regime of strict segregation, but also labor repression through plantation system in the South, in particular, as well as other and racial violence like lynching. At the same time, as this was being relaxed somewhat, there was a brutal counter-reaction to those changes. Now, in the 1950s, we were in the final throes, really, of a centuries old plantation regime, and this was set in motion by really the two world wars, beginning with World War I and the Great Migration out of the South. But it was also a great migration into southern cities, and this basically laid the basis for mobilizations that would come later. As you can imagine, I mean, on the plantations, which are really carceral regimes, they've been described. I mean, they're really like prison-like environments. The capacity to mobilize a political movement, although there were some, was very much very difficult, to say the least. This breaks down when you have people moving into cities and thus have different capacities for institutional arrangements and organization, a certain degree of escape from surveillance, as they would be the case on the plantations. And so this laid the basis for the changes that would come, especially after the Second World War. But it was also, of course, with those changes, there would come a white reaction that was quite violent. This is the period of the lynching of Emmett Till, for example. But there were many others that were less celebrated, less well known, that were occurring during that period. So sometimes it was about vigilantes, and sometimes it was actually by police forces. Police forces invading Black communities like Memphis, and violence and even rape of Black women in those communities in the late 40s, early 50s. So this laid the basis for the kind of that reaction and the counter-reaction in terms of the mobilization of the civil rights movement. So if you think about it, you know, what's happening today has some parallels with that kind of structural and changes and the impact of those structural changes. We've just gone through a period with the turn of the 21st century in which there's been, you know, a considerable economic, social, political progress relative to earlier decades of Black Americans. And this has aroused, much like in the 50s and 60s, a violent backlash. And I think actually epitomized in some ways by the, it was going on before, but epitomized really with the election of Barack Obama in 2012. I mean, the reaction really was quite hysterical if you look back on it. I mean, there was the infamous Tea Party, but there were also, because of the changes in the structural position of Black Americans, again, economically, politically, and otherwise, although there were still problems, but nonetheless, compared to the previous era, there was a sense, I think, of a reaction of people who felt that they were endangered by this. And at the same time, despite some of the continuing problems, especially economic, one could easily see this as a period in which American culture for the first time became very much influenced by Black culture. I mean, I grew up in a period in the 1950s in which you didn't see Black people on TV. They were on a separate radio station. And of course, you know, anybody growing up in the last 20 years knows that's a very different situation. And so all of these kinds of changes then,
I think, are comparable to that earlier period, and we see a similar kind of reaction. I mean, if you think about it, it was during Obama's second term that you had the beginning, in a sense, of this current period or stream of infamous police violence on Black citizens, culminating with, well, not actually culminating, but, you know, with the George Floyd incident being one of the more infamous ones in recent times. Oui, donc Aurélia Michel, Thomas Holt vient donc de souligner cette longue histoire, et vos travaux considèrent ce que vous appelez un ordre social global et surtout la manière dont la question de la race s'est posée en France et aux États-Unis. Et ce que je vous demanderais donc, c'est comment est-ce que ce cadre nous permet-il de prendre en question l'héritage de ces questions dans nos sociétés contemporaines? Oui, merci. Alors, c'est vrai que je dirais que j'aurais une approche peut-être qui va mettre l'accent sur les points communs, l'espace commun de ce processus qui est à chercher effectivement depuis, disons, l'avènement des révolutions démocratiques à la fin du XVIIIe siècle, que ce soit en France ou à la formation des États-Unis, et à associer, disons, la race et la question du racisme à cet épisode, à cette séquence, disons, en disant que la race est une sorte de pathologie de la démocratisation. C'est-à-dire que finalement, dans ces deux sociétés américaines et françaises, c'est-à-dire les sociétés coloniales, les sociétés esclavagistes, il y a eu, au moment de l'établissement de ces nouvelles nations démocratiques, une véritable impossibilité à penser et à mettre en pratique, disons, une nation constituée d'égaux avec les affranchis, avec la population des affranchis, et en plus, dans un contexte où l'esclavage était maintenu dans les deux cas. Et au fond, on voit comment l'impossibilité de dépasser l'expérience de l'esclavage est résolue par cette idée de race qui continue d'exclure de la communauté nationale un certain nombre d'individus, une exclusion qui est liée aussi à une expérience très forte de violence et qui va pousser au fond la nécessité pour le groupe des Blancs, qui se constitue à ce moment-là, à se distinguer aussi radicalement de ceux qui portent l'origine, le stigmate de l'origine esclave. Et donc finalement, ce groupe des Blancs qui fait nation à la fois dans la Révolution française et américaine, c'est le groupe des libres par nature, et dont la liberté naturelle et donc l'égalité fondent en principe les nouveaux États-nations en opposition à des non-libres ou des serviles, disons, naturels aussi, qui seraient des serviles naturels ou des inférieurs naturels. Donc au fond, on a un processus commun qui est celui de la formation de cette communauté politique, de revenir au fondement en réalité de nos États-nations modernes, et de cette question de comment on fait communauté, comment on intègre les non-blancs dans cette communauté. Or, il y a historiquement une faille profonde, c'est-à-dire un impensé de ce processus démocratique qui non seulement n'a pas été comblé depuis, mais au contraire a nourri les hiérarchies sociales, que ce soit à l'intérieur de la nation ou que ce soit à l'extérieur du territoire ou hors de la nation. Puisqu'au fond, la liberté naturelle des uns se construit sur la servilité ou l'infériorité naturelle des autres. Et de ce point de vue-là, la trajectoire de la France ou des États-Unis est très similaire et elle est commune, je dirais, à l'ensemble des États-nations modernes de l'espace atlantique. Donc, j'enchaîne avec Ahmed qui revient sur ces questions. Ahmed Boubeker, nous allons aborder plus tard la question de l'ambiguïté du regard croisé franco-américain, mais j'aimerais dans un premier temps revenir sur le début des années 80 en France, où ces questions se sont posées de manière très intéressante, surtout avec la perspective américaine. Et la question que je vous poserai, c'est comment est-ce que ces questions donc se posaient à cette époque et quels étaient les liens avec le parcours américain?
Oui, j'ai remis le son. Oui, peut-être pour ajouter un petit mot par rapport à ce que vient de dire Aurélien, je pense qu'effectivement, on pourrait peut-être faire un parallèle hein, entre une exception noire au melting pot américain et une exception de l'immigration postcoloniale au creuset français qui nous éclaire en fait sur la face cachée de nos démocraties. Alors, pour en venir à la marche de 83, à la marche pour l'égalité et contre le racisme, elle a effectivement pris pour modèle la marche sur Washington pour les droits civiques, mais c'est d'abord, je dirais, l'événement fondateur d'une histoire des rencontres publiques entre les héritiers de l'immigration postcoloniale et la société française. En fait, c'est l'événement qui va permettre de poser le défi d'égalité des Français d'origine étrangère et d'enrichir l'espace public d'une dimension multiple. Alors, il faut se rappeler qu'avant les années 80, les immigrés et leurs enfants sont présents dans les luttes, mais ils restent invisibles hein, et les enfants sont confondus avec leurs parents, même s'ils sont nés en France, et ils sont expulsés comme des étrangers qui tombent sous le coup de la loi. Alors la marche pour l'égalité, ce n'est pas un événement spontané, hein, elle est liée à un mouvement de lutte pour la reconnaissance qui coupait dans les banlieues depuis longtemps. Et au-delà de la question morale du racisme, la marche a pris une dimension politique essentielle qui articule l'exigence d'égalité à la lutte contre les discriminations. C'est un héritage qui malheureusement a été oublié. Le débat public, il en est resté une controverse finalement sans lendemain entre défenseurs du modèle français d'intégration et promoteurs du multiculturalisme anglo-saxon, alors même que la marche de 83 elle ouvrait une alternative qui, à mon sens, était fondée sur le développement du concept d'égalité, hein, qui était une valeur cardinale pour la République, et finalement, c'est une valeur qu'on n'a jamais fini d'actualiser. Alors, je précise à ce propos que les héritiers d'immigration n'ont jamais demandé de droit à la différence, et tout l'enjeu de leur lutte pour la reconnaissance était, et c'est toujours d'ailleurs, de mettre la République au défi de faire avancer, de faire respecter le droit commun dans la société française. Il y a donc un malentendu qui est majeur et qui, à mon sens, est lié à l'antiracisme. Alors, pour en rester aux années 80, je crois que le changement de perspective il est manifeste dès 85 avec la montée du Front National et avec un changement de stratégie de la part du pouvoir socialiste avec la création de SOS Racisme. On en arrive à ce moment-là à la création de l'antiracisme médiatique qui s'est débarrassé de l'exigence égalitaire pour revenir à une vision beaucoup plus victimaire, beaucoup plus misérabiliste, qui empêche effectivement les principaux concernés, les héritiers de l'immigration, d'être des sujets, d'être des acteurs autonomes qui parlent en leur propre nom. Oui, merci Ahmed. Et Jean Beeman, donc votre situation et vos perspectives sur ces questions sont particulièrement intéressantes puisque vous travaillez aux États-Unis, mais vos recherches concernent la question raciale et identitaire en France. Et comme pour Ahmed Boubeker, vous avez écrit sur la notion donc du citoyen qui serait, en utilisant votre mot, un outsider, à savoir un étranger exclu, tiers et marginalisé. Et ce qui serait intéressant pour nous, c'est de vous entendre évoquer un peu les avantages et les désavantages de votre position vis-à-vis de ces questions et comment voyez-vous l'évolution de ces combats pour l'égalité? D'abord, merci bien pour cette invitation et bonjour de la Californie, de Santa Barbara. Oui, donc ça m'intéresse beaucoup, ce sont les questions raciales entre les deux sociétés et aussi comment les gens se restent marginalisés, on peut dire en marge de la société dans les deux cas. Donc, pour moi, c'est très important de rendre compte que même s'il y a beaucoup de différences entre les histoires, entre les États-Unis et la France, le racisme reste un grand problème dans les deux pays, dans les deux sociétés. Et pour moi, je crois que c'est assez important, et je suis tout à fait d'accord de ce que Ahmed vient de dire, c'est que le mouvement de droit civique qui a créé aux États-Unis, qui a créé un cadre juridique pour renforcer, pour adresser les problèmes des problèmes raciaux. Et aussi, aux États-Unis, c'est très important de dire qu'on a des statistiques ethniques qui n'existent pas en France. Donc, je crois que par rapport à comparer, ou faire une comparaison entre les deux sociétés, c'est très important de voir le data, on peut dire.
qu'on n'a pas dans le cas de la France. Oui, c'est très intéressant. Et donc, on va passer à notre deuxième axe pour essayer d'élargir un peu le cadre de nos références et de regarder l'ambiguïté justement de la référence au modèle de société états-unisien. En réalité, il y a une dénonciation de la notion du multiculturalisme à cause de ces liens historiques et indissociables avec le contexte américain, où le discours sur les droits civiques et individuels protégerait les citoyens au-delà des impératifs communautaires de l'État républicain. Mais l'ironie, bien sûr, vient du fait que la marginalisation de ces groupes a créé ce qu'on pourrait appeler des ghettos que les Français associent à la politique multiculturelle américaine, réduisant ainsi la validité des critiques françaises à ces pratiques. Alors, Ahmed Boubaker, pour vous, vous l'avez évoqué, cette notion, il y a une ambiguïté justement de la référence américaine en France, car elle a servi de repoussoir, une espèce d'image du ghetto et du communautarisme pour les discours publics depuis les années 80, alors qu'elle a aussi servi de modèle pour les luttes des héritiers de l'immigration, notamment autour des figures de Martin Luther King ou de Malcolm X. Mais donc, est-ce qu'il y a aussi autour de ça et de tout ce malentendu entre multiculturalisme, antiracisme et égalité? Et est-ce que vous pourriez donc évoquer et parler de cette ambiguïté? Alors effectivement, le mouvement des droits civiques, mais aussi effectivement les figures de Malcolm X, les Black Panthers, ont servi de modèle pour les héritiers de l'immigration. Et ça reste aujourd'hui avec Black Lives Matter. Ça reste aussi un modèle. En revanche, effectivement, le multiculturalisme a toujours été une sorte d'épouvantail en France, dans les discours publics en France. On parlait de multiculturalisme dans les années 80, c'est devenu ensuite la question du communautarisme, on a ensuite voté une loi contre le séparatisme, on est vraiment dans cette perspective, autour de cette vision du ghetto, d'une société comme ça qui serait complètement séparée et qui irait à l'encontre d'une tradition française qui serait une tradition républicaine. Donc c'est une perspective qui a toujours fait trembler dans les chaumières de l'Hexagone. Et c'est une perspective de l'opposition entre l'universalisme républicain et le multiculturalisme qui passe par perdre des profits le fait que la diversité dans la société française ne se confond pas avec le pluralisme des cultures. En effet, cette pluralité, elle ne va pas de soi dans le contexte où, loin d'être des blocs homogènes, les cultures d'immigration sont des héritages réinterprétés de bric-à-brac, de mélanges hétérogènes. Vous voyez la place qu'a pris le rap dans la culture urbaine en France et dans l'industrie d'ailleurs du disque. On ne peut pas croire à personne que le rap, ça vient du Maghreb. Alors, le danger multiculturel n'est donc qu'un épouvantail qui se nourrit de l'ignorance et des petites portes publiques, comme si la France était sous l'emprise de l'étranger. C'est en tout cas ce que croient certaines personnes, comme par exemple la fille Kelko, qui déverse des tombereaux de haine tous les samedis sur France Culture, tous les samedis matins sur France Culture. Alors, je voudrais ajouter, d'une part, que les politiques réclamant du multiculturalisme, elles n'ont jamais été que des politiques correctives à la marge dans les pays où elles ont été appliquées, et d'autre part que la culturalisation des problèmes sociaux, ça participe aujourd'hui d'une sorte d'assignation à la différence inégalitaire. Les héritiers de l'immigration, je le répète, ne revendiquent aucun droit culturel spécifique, et c'est tout le malentendu du débat public. Ouais. Merci Ahmed. Et Gene Beeman, nous savons que dans les universités américaines, depuis au moins les années 60, les différences ethniques sont reconnues. Nous avions d'ailleurs abordé cette question à l'occasion du premier débat. Mais la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vos recherches comparatives nous aident à mieux saisir ces questions de représentation au sein des institutions? Oui, donc je crois qu'il faut prendre au sérieux les questions raciales dans l'Académie française, dans les études. Et je crois que si on parle de départements ici aux États-Unis, comme African American Studies et tout cela, c'est clair qu'ils nous donnent une légitimité de mieux comprendre ces questions, d'étudier ces questions, les questions raciales, les questions post-coloniales, la question d'immigration. Donc, je crois que c'est, à mon avis, le truc que reste en France, c'est avoir
c'est d'avoir une façon, une manière d'étudier ces questions sérieusement dans l'Académie française. Ouais. Oui, et Thomas Holt, vous avez certainement suivi les débats en France récents sur ces questions. Vous savez que certains déplorent l'influence des États-Unis sur ces débats et il y a même une réticence à utiliser le mot race. Mais selon vous, comment éliminer le racisme systémique sans parler de race? You can't. Vous ne pouvez pas. En fait, ce qui est assez frappant sur ce débat, si je comprends bien, d'après le temps que j'ai passé en France, c'est un phénomène assez étrange. Sinon, les gens intelligents se trouvent en fait dans un cul-de-sac, en quelque sorte. Il y a un accord largement partagé parmi les intellectuels, les universitaires et d'autres, que pour le moment, on ne pense pas les races en termes de réalité, comme ça aurait été le cas il y a quelques décennies ou il y a quelques siècles, par exemple sur la réalité multiculturelle. Mais le fait est que cela ne donne pas la possibilité de dire oh, il faut qu'on bannisse le mot race de notre vocabulaire et dans nos discussions politiques, parce qu'après tout, la race peut être une fiction créée au XVIe siècle peut-être, mais donc il y a eu donc 6 siècles pour en faire une réalité et nombre de personnes en ont fait l'expérience jusqu'à aujourd'hui. Selon le zip code selon où vous vivez, vous pouvez avoir ou pas un vaccin contre le Covid-19. Vous pouvez être donc arrêté par un policier sur la route ou pas. Tout cela du fait de la fiction raciale. Et on ne peut pas traiter tout cela sans traiter du problème de la race elle-même. Jean, vous vouliez répondre à Thomas Holt. Oui, merci. Juste pour ajouter un petit mot, ça veut dire que quand on dit que la race, on parle pas de la race dans la société française, il faut rendre compte que c'est juste au niveau de l'État. Pour les gens qui sont maghrébins, pour les gens qui sont noirs, ils se sont bien racialisés et les conséquences d'être pas blanches. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de question de l'identité, les contrôles d'identité, c'est clair que les gens maghrébins, les gens noirs, qui sont contrôlés plus que les gens qui sont blancs. Donc, même quand on dit qu'on ne parle pas de la race, c'est pas à dire que la race n'existe pas, c'est dire que c'est juste au niveau de l'État, au niveau idéologique. Oui, merci Jean. Et Aurélia Michel, vous avez entendu Thomas Holt, il a été très clair. On ne peut pas parler de racisme sans parler de race. Mais comment réagissez-vous à ces polémiques et à la récurrence des discours publics contre le danger du multiculturalisme et à la référence de l'expérience des minorités aux États-Unis pour les luttes des héritiers de l'immigration postcoloniale? Eh bien, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que si on n'utilise pas la réalité de la race au sens d'un produit de nos sociétés, une construction sociale, disons, réelle, qui agit dans les interactions, qui agit dans les destins, les trajectoires des individus, on ne peut pas évidemment avancer sur ces questions. Mais alors, justement, sur l'idée en France très forte d'un repoussoir des États-Unis, un éventail du multiculturalisme ou du processus de minorité culturelle, etc. Je crois qu'en France, ça a un rôle très particulier d'éviter de poser la question de la race et de ne surtout pas trouver en fait ou désigner l'écho que ça pourrait avoir en France si on faisait cette comparaison. Or, à nouveau, moi, je crois qu'on a tout intérêt en France à comprendre la trajectoire commune, ce qu'il y a en commun dans cette trajectoire, puisque c'est effectivement, je reprends mon idée, ces 2 empires coloniaux à la fin du XVIIIe siècle, esclavagistes, qui
deviennent des démocraties égalitaires. Il y a un processus de démocratisation et ce processus, il s'engage dans des chronologies qui sont communes. Les révolutions au fin 18e siècle, restant quand même en utilisant l'esclavage, tout de même, jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près pour les deux cas. Et puis après les abolitions, toute une période, une séquence qui va au moins jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de ségrégation, colonisation, sachant que dans les deux cas, il y a bien des entreprises de colonisation à l'extérieur et des processus de ségrégation, de distinction des citoyens à l'intérieur. Donc, de ce point de vue-là, on a une trajectoire très commune. Comme ça a été signalé, les modèles de lutte circulent, les techniques militantes, etc. Et finalement, la question qui est posée par ces mouvements est la même, c'est-à-dire comment une société reconnaît une affiliation pleine et entière à des individus qui sont issus, disons, d'une histoire où ils étaient possédés par la nation, mais pas membres de la nation, c'est-à-dire pas titulaires, pas détenteurs de cette appartenance à la nation, c'est-à-dire qui n'étaient pas porteurs d'une filiation nationale. Et ce problème, il se pose d'autant plus à chaque génération que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc., continuent de se voir refuser, sur un plan symbolique au moins, en tout cas dans des faits sociaux, cette appartenance qui est toujours mise en cause, mise en doute, etc. Pas forcément dans la loi, mais en tout cas dans les faits et dans les relations sociales. Donc, si on cède justement de ce parallélisme, ça implique de poser en France très clairement la question de la race, qui est une évidence. Et si on ne la prend pas en compte, on se prive des moyens de la dépasser. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup. Ça commence à s'animer. Les internautes auront des questions pour nous, mais je vais passer au troisième axe et on va essayer de résumer pour ensuite prendre ces questions. Et on va passer à la question de la représentation politique. Et je vais faire vite avec Jean Beeman pour commencer. Comme vous le savez tous, avec le système du collège électoral qu'on a tous suivi encore une fois à la dernière élection, on peut devenir président des États-Unis sans avoir obtenu le plus grand nombre de voix dans le vote populaire. Et simultanément, nous témoignons aujourd'hui d'une offensive républicaine pour limiter l'exercice de vote dans l'État de Géorgie, un État du sud des États-Unis. Alors, Jean, comment appréhendez-vous ces réalités politico-juridiques et l'importance de BLM dans ces débats politiques aujourd'hui aux États-Unis? Oui, donc je crois qu'on doit voir l'impact Black Lives Matter, de BLM et les mobilisations antiracistes par rapport aux élections de démocrates de Ossoff et Raphael Warnock, une élection de second tour qui a changé la majorité dans le Sénat. À cause de ça, je crois qu'il y a maintenant un grand effort de limiter l'exercice de la vote. C'est un rapport direct entre le fait qu'ils ont gagné et maintenant la majorité sénatoriale est tout à fait différente. Donc, je crois que ça ne me surprend pas du tout qu'on voit ça maintenant dans l'État d'aujourd'hui. Oui, merci. Et Ahmed Boubeker, on va continuer avec ces questions, avec cette situation triste et transnationale, la mort de Floyd, la mort de Traoré et tous ces exemples de violences policières interrogent bien sûr l'actualité du racisme dans nos deux sociétés. Mais la question vraiment est la suivante. Comment passer des dénonciations de la société civile à un traitement politique du racisme? Tout à fait, mais auparavant, j'aurais dit un tout petit mot quand même sur la question de la race, ça me semble important. Je crois qu'en France, malgré l'universalisme, il ne faut pas oublier que l'immigration est restée longtemps sélective en vertu d'une théorie biologique de l'étranger et d'un principe de classification ethnique qui était doublé de considération politique pour le maintien d'un équilibre de l'empire colonial français qui a de fait inspiré la vision opératoire de l'assimilation. Quant aux États-Unis, c'est un peu parallèle dans le sens où le courant nativiste il y a longtemps défendu une hiérarchie raciale au nom d'une nation de vrais anglo-saxons qui a construit une ligne de couleurs qui s'est transformée au cours de l'histoire tout en laissant au bas de l'échelle les Noirs américains. Alors,
pour en revenir à cette question des violences policières, je crois qu'en France, comme aux États-Unis, les émeutes urbaines, elles sont souvent des explosions de colère qui, suite à des meurtres racistes de sécurité, ou un déni de justice. Il faut se rappeler qu'au début des années 80, les meurtriers de jeunes ne prenaient que des peines de sursis, et que l'émergence du mouvement des banlieues, il est d'abord lié à une mobilisation contre les crimes racistes et les bavures policières. Alors, le premier regroupement informel, d'ailleurs, de lutte des jeunes de la banlieue parisienne s'appelle Rock Against Police. Et il s'inspire de l'exemple anglais des minorités de Brixton, Rock Against Racism. Alors, je précise d'ailleurs que la marche pour l'égalité de 83, dont je parlais tout à l'heure, elle a pour origine une mobilisation contre les crimes racistes, comme en témoigne d'ailleurs le fait que les familles de victimes, à l'arrivée de la marche à Paris, elles sont à la tête du cortège. Alors, plus récemment, la marche pour la justice et la dignité en mars 2017, elle a été à l'initiative de familles de victimes de violences policières, hein, et elle s'est inspirée en fait de Black Lives Matter. Alors le problème, c'est que malgré ces mobilisations, il y a peu d'avancées. Il y a peu d'avancées. C'est lié au contexte de montée des extrêmes droites et des problèmes d'insécurité, ça va des incivilités au djihadisme. Il faut que finalement la parole des jeunes de banlieue, elle ne pèse pas grand-chose face au témoignage des forces de l'ordre, d'autant plus qu'il y a en France un corporatisme policier, comme en témoigne d'ailleurs l'actualité au procès de Viry-Châtillon, hein, un corporatisme qui n'a jamais permis un véritable débat sur les missions de police. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que tous les policiers soient des ripoux, mais il y aurait des réformes, il y aurait des réformes nécessaires, des mesures nécessaires sur les contrôles au faciès, sur la formation de la police, les prérogatives de la police, sur le travail des policiers, qui sont souvent aussi des travailleurs pauvres, hein, qui sont soumis à une culture du chiffre. Il ne faut pas non plus oublier, prendre aussi en compte le fait que finalement, ce n'est qu'une question symptomatique de la nécessité d'un traitement plus global des problèmes des minorités, de la question des quartiers populaires, qui sont vus en quelque sorte comme des nouvelles frontières intérieures de notre société. Hein. Je pense que la France en particulier a un grave problème qui est lié à l'actualisation de ces principes égalitaires qui se traduisent de fait par un déni de reconnaissance de ces classes populaires. Et je crois que c'est là le cœur du problème. Oui, merci. Donc, Aurélia Michel, on a Jean et Ahmed ont évoqué donc ce qu'on appellerait cette dimension transnationale comparative de ces questions. Et cette dimension est souvent évoquée, mais est-elle réellement nouvelle? Oui, effectivement, c'est impressionnant les réactions et l'espace qu'a dessiné en fait les réactions à la mort de George Floyd ces derniers temps, et ça a dessiné au fond une ligne de front, hein, qui s'est portée dans tout l'espace atlantique. Il y a eu des choses au Portugal, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne, au Brésil, etc. Et ça, c'est vrai que ça marque, enfin moi je pense que c'est une ligne de front qui est historique. Alors certes, elle n'est pas nouvelle du tout, puisque en fait dès le début du 19e siècle, il y a eu des alliances qui se sont formées dans l'espace atlantique entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe, notamment à partir d'Haïti, hein, des solidarités ou des alliances, des convergences à partir d'Haïti. Il y a aussi un grand temps du panafricanisme au début du XXe siècle qui a été très important dans le processus de décolonisation. Et puis fondateur aussi des concepts, des outils de mobilisation, etc. Mais en fait, donc pour reprendre cette profondeur historique, il y a quand même une actualité, hein, de cette question raciale qui est posée aujourd'hui, qui est tout à fait renouvelée à mon avis, parce que elle est posée comme une question sociale totale. Hein. C'est au fond la question de la démocratie et l'horizon de l'égalité démocratique. Et c'est frappant comment, justement, les jeunes générations, notamment, s'emparent au-delà, disons, toute catégorie raciale confondue, on pourrait dire, s'emparent directement, frontalement de cette question qui est l'exigence démocratique, l'exigence de justice, l'exigence de justice dans l'application, dans le fonctionnement des institutions, etc. Évidemment, la police en premier lieu, et que
cette exigence démocratique, elle met en danger, disons, elle crée une réaction, comme l'évoquait Thomas Holt tout à l'heure, à nouveau d'une coagulation d'émotions politiques qui vont tendre à défendre justement cette fiction de la nation blanche. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant pour la France, je trouve, c'est que cette dimension qui rejoue au fond la fracture originelle des démocraties, eh bien, elle était cachée, elle était taboue, hein. Bien sûr, taboue au détriment des catégories raciales dominées, mais elle est de fait explicitée par les combats actuels et les exigences politiques de nouvelles générations. Alors, voilà, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses, des dynamiques démographiques, hein. Je pense que les générations, disons, nouvelles sont plus exigeantes, forcément, dans leur demande de justice et de reconnaissance. Il y a une maturité des mouvements sociaux qui a justement été nourrie par les circulations entre les différents espaces de part et d'autre de l'Atlantique, et surtout peut-être une culture commune qui se forme autour voilà, de la discrimination positive, des exigences dans l'emploi des mots, le vocabulaire, la syntaxe, etc. Tout ça, on voit bien que ça circule et que c'est une demande qui est commune. Voilà, donc cette ligne de front, elle gagne en maturité et j'espère qu'elle continuera à poser frontalement cette question de la démocratie. Oui, merci. Et merci beaucoup d'avoir souligné justement ce lien ténu entre histoire et situation contemporaine, car la question que j'ai pour Thomas Holt en guise de conclusion est une question qui est en plein dans l'actualité, mais qui a des résonances historiques extrêmement importantes. Alors, Thomas Holt, les auditions du policier donc accusé du meurtre de George Floyd se sont achevées hier et il a été reconnu coupable. Donc, qu'est-ce que ce procès, ce verdict nous disent sur la situation actuelle aux États-Unis et sur tous les changements que l'avenir pourrait apporter? Eh bien, I think it's mixed. je pense que c'est un peu une réponse mélangée que je pourrais vous donner. Bien sûr, nous sommes ravis de ce verdict. As was referred to earlier, the national and international outrage. Il répond au mouvement énorme international qui a suivi cet accident, ce meurtre de George Floyd. Dans le livre que j'ai écrit, dans le dernier chapitre, qui s'appelle « La liberté est une lutte constante », je fais référence à une chanson sur la liberté qui est apparue dans les années 60 et d'une certaine manière, en réaction à l'augmentation du nombre de meurtres liés au mouvement d'émancipation. C'était une lutte constante pour moi, pour tous. Mais le message, c'est que la bataille, on ne gagne jamais la guerre en gagnant une seule bataille. On ne peut pas gagner cette lutte avec seulement un événement. Mais c'est vrai qu'il permet à la lutte de continuer. Et plus j'y pense, et ce matin j'y ai beaucoup pensé, aujourd'hui j'y pense beaucoup, parce que je pense que véritablement, c'est une sorte de double nature de chaque réponse. C'est que ça pourrait être le début de quelque chose de nouveau en termes de renforcement de cette lutte, mais ça pourrait simplement être un élément de plus, un événement de plus dans cette lutte constante et que dans un an, eh bien, on pourrait avoir exactement la même chose qui se reproduit finalement.
Juste pour ajouter un petit mot à ce que Thomas vient de dire, parce que je suis tout à fait d'accord. Juste pour dire qu'il faut être clair que c'est pas seulement la question de la justice, parce que c'était seulement un jugement dans un cas. Et aussi, même que c'était hier, on a eu ce jugement, on a eu aussi la mort de Ma'Khia Bryant et de la ville de Columbus, Ohio, par rapport à la police. Donc, c'était juste pour dire que j'ai dit personnellement, j'ai dit simplement très compliqué par rapport à ces questions, pour les raisons pour lesquelles que Thomas a dit. Merci, Jean. J'ai donc plusieurs questions qui remontent de nos internautes. Je commence d'abord par m'excuser. Je sais qu'on a eu quelques problèmes de diffusion. Je vous remercie donc pour votre patience. Nous allons donc tenter de répondre à vos questions et je demanderai aussi à nos intervenants de bien parler dans le micro pour qu'on puisse vous entendre et pour que la traduction marche de manière effective. Donc, plusieurs petites questions. Je vais commencer avec une question qui nous vient de Farah et qui porte sur la question de l'égalité des chances dont on parle beaucoup dans la société française et qui semble avoir du mal à avancer. Et je vais donc maintenant demander à nos intervenants de répondre de manière assez rapide sur ces questions. Donc, pourquoi est-ce qu'on a du mal à avancer sur ces questions? Et je commence par Ahmed Boubaker. On a effectivement beaucoup de mal à avancer sur ces questions qui sont liées à la discrimination. Le problème, c'est que déjà, on ne peut pas les compter, ces discriminations. Il y a le souci fondamental qui est lié à la question des statistiques ethniques qui sont interdites en France. Effectivement, par différents biais, on arrive à savoir que ces problèmes sont très importants, mais il y a tout de même un problème qui est lié à un déni global de ces questions. On refuse de les prendre en compte. Il me semble, moi, que le problème, c'est vraiment une question d'égalité, dans le sens où le rapport entre égalité et discrimination permettrait aujourd'hui d'actualiser effectivement cette question d'égalité en prenant pour modèle, c'est le modèle de l'égalité des chances à l'américaine, au-delà du modèle français qui est lié plutôt à l'égalité des conditions. Donc, prendre en compte effectivement qu'il y a parmi les citoyens français des citoyens qui sont moins égaux que d'autres, ça me semble quelque chose d'essentiel. Et je crois que la plupart des personnes concernées aujourd'hui essayent de trouver place dans la société française, malgré effectivement d'énormes problèmes, des problèmes de discrimination qui sont des problèmes de discrimination institutionnelle. J'insiste beaucoup là-dessus. Le racisme, c'est aussi un problème moral, mais que X ou Y soit raciste, ça le regarde. Par contre, lorsque les institutions reproduisent effectivement cette question de discrimination, c'est beaucoup plus grave et de fait, une partie de la jeunesse issue de l'immigration se retrouve sans emploi, se retrouve en difficulté pour trouver un logement. Et ça, c'est une actualité très grave dans la société française. Oui. Merci Ahmed. Aurélia Michel, je reviens vers vous donc avec deux questions qui nous viennent de nos internautes, de Théa et de Bernard. Théa qui souligne le fait bien sûr que l'évidence que le mot race lui-même sort d'une notion biologique fausse et nous demande si l'utilisation d'autres termes comme par exemple ethnie, etc. pourrait être utile. Et Bernard a bien sûr souligne aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est que vu l'histoire du XXe siècle et la problématique des questions autour de la race, il est normal de ne pas vouloir voir ressurgir cette question. Alors, comment pouvez-vous répondre à ces questions qui nous reviennent sur la pertinence de ce mot race pour faire avancer notre discours? Alors, d'abord, de dire une chose, c'est que certes, la race a pris au fur et à mesure qu'elle s'est installée comme notion dans les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes, elle a pris des arguments biologiques. Elle s'est appuyée sur une argumentation biologique, scientifique, enfin, plus ou moins. Pas totalement en réalité. Mais en fait, elle précède cette définition biologique. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est ce que la race désigne avant même de devenir une théorie scientifique ou médicale ou politique, etc. Et ce que la race désigne, c'est cette exclusion de la société, de la communauté, exclusion ou distinction, disons plutôt, une distinction qui pourra
permettre de parler d'égalité, alors même que non, il n'y a pas tout à fait égalité, ou en tout cas, il y a négation de l'égalité pour une partie de la société. Et donc, c'est ça le problème. Alors, on peut le désigner par le mot ethnie, on peut voir très bien aujourd'hui comment d'autres idées, la religion par exemple, viennent prendre la place de cette frontière, de cette exclusion, de cette manière d'exclure. Ça ne change rien. Ce n'est pas en soi une couleur de peau ou une caractéristique biologique, etc., qui est en cause. C'est bien cette limite, cette négation pour accéder, disons, à la communauté politique, à la société civile. Donc, finalement, l'intérêt du mot race, c'est que c'est celui qui désigne le plus efficacement, parce que historiquement, voilà, il est nourri de toute une série d'expériences, de réalités, et c'est celui qui désigne le plus efficacement cette exclusion, ce procédé d'exclusion, et donc, plutôt que de chercher à le remplacer, essayant de l'affronter. Ouais. Merci beaucoup, Aurélia. Une super question nous vient de Fanny que je vais poser à Thomas Holt et ensuite à Jean Beeman. N'y a-t-il pas quelque chose de choquant dans le fait que la condamnation de l'assassin de George Floyd apparaisse comme une victoire, car elle devrait être une évidence? Cela ne montre-t-il pas le chemin qui reste à parcourir? Thomas Holt. That's correct. I mean, it is C'est tout about à fait vrai. changing course, and that's C'est un changement majeur. Et c'est pourquoi cela est célébré. the opposite is normal. Et donc, non, l'opposé n'est pas normal. En fait, dans le passé, ça a été normal. Dans notre passé, ce genre de réaction. Et bien là, il y a un vrai changement, ou en tout cas un début de changement qui a mobilisé des forces qui ont permis ce changement. Et c'est de ça dont il s'agit. That the verdict in itself Le verdict lui-même n'est pas vraiment quelque chose qui devait être célébré, mais il est célébré dans un contexte spécifique, avec toute l'histoire, toute la dimension historique derrière. Quelles ont été les discussions que vous avez eues avec vos collègues sur la dimension historique de ce verdict? Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter à cette question. Je crois que c'est une très bonne question. Je suis tout à fait d'accord de ce que Thomas vient de dire, mais c'est juste pour ajouter que oui, donc c'est comme je viens de dire tout à l'heure que c'est certainement très compliqué parce qu'on doit rendre compte que c'est important qu'il y avait un jugement, mais c'est assez rare que ça se passe et on doit demander pourquoi parce que les violences policières continuent sans la justice. Donc c'est compliqué par rapport à ces questions de qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui va arriver par rapport à ces questions aux États-Unis. C'est pas assez clair à ce moment-là. Donc, merci, Jean, pour votre réponse. Je demanderai aussi à Aurélia et à Ahmed à répondre peut-être à la même question. Comment voyez-vous la dimension historique et quel pourrait éventuellement être l'impact sur une situation en France aussi? Je vais bien prendre la parole en premier. C'est important. En tout cas, ça montre, le résultat de ce procès montre au moins que la mobilisation, ça paye. Ça paye et effectivement, donc même si c'est pas forcément pérenne, ça paye et effectivement, il peut y avoir à partir de là une histoire et comment dire, une plus grande équité. Hein, alors, c'est important aussi pour la France parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qui sont interconnectés. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe aussi en France. Et effectivement, aussi, de ce type de problèmes qui sont posés en France. Et il est nécessaire qu'il y ait une avancée. Je vous disais tout à l'heure que les luttes des quartiers depuis les années 80, elles sont effectivement liées à des mobilisations contre les violences policières, pas que contre les meurtres racistes, ne sont pas le seul fait des policiers, mais effectivement contre les dénis de justice, hein, sachant qu'il y a eu à l'époque de nombreuses personnes qui étaient comment dire, relaxées à la barre. Hein. Donc effectivement, ce type de situation ne devrait plus se produire dans une société égalitaire. Hein. Donc c'est un vrai défi pour l'égalité. Et il s'agit effectivement de ne pas
comment dire, de poursuivre la mobilisation pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Merci Ahmed. Oui, et Aurélia, vous suivez depuis un an tous les débats autour justement de George Floyd, qui a aussi coïncidé avec le confinement Covid, etc. Et donc, en guise de conclusion, est-ce que je pourrais vous demander de revenir sur cette question, sur ce verdict et comment vous voyez les choses depuis la conclusion de ce procès hier? Oui, alors effectivement, il faut quand même souligner l'importance du verdict. C'est l'état aussi d'un rapport de force, hein, comme ça a été dit, et il faut en prendre acte. J'espère que ça aura aussi un impact sur des procès en cours, par exemple en France, hein, qui sont fondamentaux pour le débat politique aujourd'hui. Je dirais que ce verdict qui condamne donc le policier n'épargne pas la nécessité de se pencher sur le fonctionnement de la police. Et que aujourd'hui, le problème, c'est que des gens meurent encore, trop souvent dans ces conditions d'interpellation, d'arrestation, etc. Et que c'est un premier pas, enfin, c'est pas le premier, mais en tout cas, c'est un pas dont il faut prendre la mesure, mais ne pas s'en contenter, certainement pas, parce que derrière, il y a tout le fonctionnement de ces institutions qui demandent à être repensé. Et, voilà. Merci beaucoup, Aurélia. Nous arrivons donc à la fin de ce débat et je tiens à remercier nos intervenantes et nos intervenants, nos internautes, surtout pour leur patience avec nos petits problèmes techniques. Je vous remercie. Vous étiez presque 400 ce soir et je vous remercie donc d'avoir assisté à ce débat et pour vos questions. Et je salue bien sûr ce partenariat entre le Musée d'histoire de l'immigration et l'ambassade des États-Unis en France, et espère vous retrouver à l'occasion de la prochaine conférence du cycle au mois de juin, qui portera sur cinéma et séries, une jeunesse sous influence. Donc, bonsoir de Los Angeles.